Fidèles auditeurs de Radio Djena, bonjour et bienvenue dans Eno. Dans ce nouveau numéro, nous parlons de l'éducation et plus précisément de la parentalité. Selon la définition que nous donne le dictionnaire, la parentalité est la façon d'être et de vivre le fait d'être parent. Et d'un couple et d'une famille à une autre, la parentalité varie, voire diffère. Cependant, depuis quelques années, le Collège des psychologues et des pédagogues préconise une parentalité positive, une éducation uniforme. Comment arriver à cette éducation, à cette parentalité positive qui, selon ces psychologues et pédagogues, serait bénéfique pour les parents et pour les enfants? Le coach et consultant Fred Abouchi nous donne les astuces et nous dit tout sur ce concept. Meshak Nyaro au micro. Cher invité, bonjour. Bonjour Meshak. Soyez le bienvenu. Merci. Aujourd'hui, comme je le disais en entame de l'émission, nous parlons de parentalité. Alors, dites-nous, c'est quoi la parentalité? Merci pour l'invitation. Merci surtout pour le choix de la thématique qui est d'actualité. Parce qu'on n'est pas parent comme on veut, toujours. On est parent comme on peut. Alors, la parentalité peut être définie comme l'ensemble des façons de faire et d'être d'un parent, tout simplement. Et un parent qui choisit d'assumer ce rôle, c'est à l'avance qu'il y a des obligations pour ce poste. C'est un poste. Et donc, sa manière de faire ou d'être va agir sur l'éducation de son enfant. Et on peut définir la parentalité comme telle. Merci. Alors, il semble qu'il y ait plusieurs formes de parentalité. Est-ce que c'est vrai et quelles sont ces formes de parentalité? Bon, alors, la parentalité que nous connaissons, c'est un homme et une femme. On peut avoir une femme et une femme, un homme et un homme. En Afrique, nous sommes beaucoup plus avec des valeurs culturelles, traditionnelles, qui nous demandent beaucoup plus d'opter sur un parent homme et un parent femme pour pouvoir éduquer son enfant. D'accord. C'est ce que moi je conseille, c'est ce que j'ai vu vivre. Voilà. Oui. Quand on revient à la notion de parentalité qui parle de la manière de vivre et d'être parent, est-ce qu'il y a une diversité? Peut-être on va parler d'éducation. Est-ce que cette façon d'être, de vivre la parentalité peut être différente? Absolument, elle est différente. Sinon, on aurait un modèle passe-partout. Et devenir parent, il n'y a pas un mode d'emploi. Il n'y a pas une notice selon laquelle, quand on est parent, on doit faire ça, on doit faire ça. Je pense qu'on s'adapte à ses enfants parfois avec la théorie de ce qu'on appelle la théorie des essais et des erreurs. On fait des erreurs en éduquant un enfant. Peut-être on se rattrape en éduquant le cadet parce qu'on a tiré le leçon de l'éducation de l'aîné. On peut avoir 3 enfants, 4 enfants qui seront différents. Ce n'est pas la même éducation appliquée à tous. À chaque enfant, un mode d'emploi donné. Au regard de ce que vous aviez dit, quand vous aviez parlé des conjoints, est-ce que lorsqu'on se trouve dans une situation de famille monoparentale, on exclut la question de parentalité? Je pense que non, parce que quand on devient seul, je dis parent, père ou mère, à éduquer son enfant, c'est aussi une parentalité. En fait, ce qui est conseillé, c'est les deux qui font parents. Parce que nous disons que le père, il a un rôle normatif, c'est-à-dire les règles. La mère a un rôle nourricier. Les deux éduquent l'enfant. Quand l'un des rôles est absent, effectivement, il faut que la seule personne joue le rôle des deux. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais c'est aussi la parentalité. Alors, dites-nous, quels sont les enjeux de la parentalité? Alors, et moi-même, je suis parent, et donc c'est une expérience qui a été vécue. J'ai été aussi enfant, et il y a donc des choses que j'ai reprochées aussi à mes parents, bien que je ne sois pas parent en ce moment-là. Je peux vous dire que quand mon garçon, mon premier fils, il avait entre 3 ans et 4 ans, je devais l'amener à l'école et il a fait quelque chose qui n'était pas bien.
J'ai pris une petite règle et je lui ai donné 2 coups à la main. Et il m'a demandé, papa, c'est seulement pour ça que tu m'as tapé? C'est à croire que l'enfant avait déjà une limite, qui savait quand est-ce qu'on peut taper, quand est-ce qu'on ne peut pas taper. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on est parent comme on peut. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile d'être parent. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes et il faut déjà avoir reçu une bonne éducation pour pouvoir la communiquer aussi, pour pouvoir éduquer. Ça, c'est un. L'éducation qu'on a reçue quand on était enfant, ça peut peut-être que ça nous a fait mal et qu'on va tirer le leçon de ça pour pouvoir corriger. Ce n'est pas non plus évident que ce que nous pensons être mieux en corrigeant soit ce qui plaît aussi à notre enfant. Ce n'est pas du tout évident. Donc c'est énorme. Être parent demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'écoute. Et c'est quand les enfants commencent pas à grandir à un certain âge qu'on se sent un peu soulagé. Mais quand ils sont enfants, parce qu'on dit qu'un enfant n'est pas responsable. Il n'est responsable de rien du tout. C'est un enfant. Et c'est le parent qui est responsable de son enfant. Tout ce que l'enfant fera a forcément une répercussion sur le parent. C'est le parent qui va assumer les conséquences des actions ou des actes de son enfant. Donc ces enjeux sont énormes. Peut-être qu'on abordera les points un à un dans l'émission. Oui. Dans le langage pédagogique, est-ce qu'il y a une définition exacte ou claire de ce que est censé être la parentalité? Alors, c'est vrai qu'on peut dire tout à l'heure, quand tu définissais un peu la parentalité, quand tu parlais de la parentalité, tu as parlé de la parentalité positive. Oui. Ça veut dire qu'on peut dire qu'il y a une parentalité négative. Donc, il y a des normes. On peut se dire, en faisant ça et ça, on pourrait parler de la parentalité positive. Alors, effectivement, dans la parentalité, il y a des choses peut-être qui sont admises ou qu'on pense que c'est mieux, ce serait bien pour l'évolution de notre enfant. On va peut-être dire qu'il faut communiquer et de façon que l'enfant puisse mieux comprendre ce que vous dites. Ne dites pas à un enfant, ne fais pas ci, dites-lui plutôt ce qu'il doit faire réellement. On va dire que quand ton enfant vient vers toi, il ne faut pas le repousser, même si tu as une journée assez stressante. On va dire qu'un enfant a droit à l'éducation, a droit à la nourriture, tout et tout, et c'est une obligation aux parents de pouvoir veiller à cela. On va dire qu'un parent et lui-même qui parle à son enfant doit être le modèle, parce qu'on ne va pas dire à un enfant de faire ceci, alors que nous-mêmes, en tant que parents, on ne le fait pas, on est parents. Donc, dans la parentalité, il y a énormément de choses. Et l'autre chose aussi, ce n'est pas forcément le géniteur qui est parent, c'est toute personne qui prend en charge l'éducation d'un enfant qui est parent. La parentalité, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des manières, ce sont des comportements, des façons d'être et de faire. Et quand on accepte d'assumer le rôle de parent, tout ça là, ça rentre dans la parentalité. Oui, dites-nous, est-ce que la parentalité se résume uniquement à l'éducation? Non, pas du tout. Pas du tout. Et l'éducation, c'est vrai que l'éducation prend la grande partie de la parentalité, mais il n'y a pas que l'éducation. Il y a, comment on appelle ça, l'accompagnement psychologique même de l'enfant. Parce que quelqu'un qui a vécu certaines périodes assez difficiles de son enfance ou qui a eu une adolescence assez perturbée ne va pas seulement se résumer son rôle de parent à l'éducation de façon simple, mais pourrait même anticiper. Et l'autre chose aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nourrir son enfant, c'est un droit. Il n'y a pas que l'éducation, il y a beaucoup de choses. Mais dans l'ensemble, on peut mettre tout ça là dans l'éducation. L'éducation, les gens parleront de l'éducation affective, de l'éducation à la sexualité. On pourra peut-être dire que c'est l'éducation. Éduquer un enfant, lui montrer la voie, faire ce que
faire devant lui ce qu'on attend que lui-même il fasse. Si on veut, on peut résumer ça dans l'éducation, mais ça va au-delà de l'éducation. Oui, Alfred Abotji, dites-nous, est-ce que vous pensez que la parentalité, quelque part, c'est reproduire ce qu'on a reçu? Non. Alors, dans notre éducation, il y a ce que nous appelons des schémas mentaux. Moi qui ai reçu une éducation assez difficile, assez stressante, et qui a causé des blessures intérieures en moi, et qui m'ont fait effectivement mal, je peux prendre la décision de ne pas reproduire les mêmes schémas mentaux avec mes enfants. C'est-à-dire que je tire le leçon de cette éducation douloureuse et je prends la décision de ne pas les reproduire. Mais de la même manière, je peux avoir souffert d'une éducation en voyant mes parents agir d'une manière envers moi, des manières qui m'ont fait mal, mais sans le savoir. Et surtout, si je ne prends pas l'engagement d'éviter cela à mes enfants, je pourrais aussi les reproduire les mêmes schémas mentaux vis-à-vis de mes enfants dans leur éducation. Donc, à certains degrés, c'est un mélange des deux. Parfois, on transmet ce qu'on a reçu et il y a des choses nouvelles que nous apportons. Si, parfois ça revient. On peut même prendre la décision de ne pas taper un enfant, mais on ne sait pas quand l'acte a été produit. Donc, c'est un mélange. Mais dans tous les cas, il n'y a pas une meilleure éducation. Moi, je dirais qu'il n'y a pas une meilleure éducation. Je peux éduquer un enfant de la manière dont je pense que c'est bon. Ça va passer. L'enfant deviendra un bon modèle dans la vie. Je peux éduquer un autre enfant de cette même manière, mais ça ne passera pas. Alors, il y a eu, je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire ici, un père, qui a vécu une situation difficile avec son propre père à lui, où il était dans une situation de manque et on lui interdisait des choses et il s'est dit, quand je serai grand, je vais éviter un certain nombre de choses à mon enfant. Les frustrations. Si on veut. Et l'enfant posait des actes qui n'étaient pas vraiment tout à fait dignes. Mais il disait aux gens, mais laissez-le, il est en train de faire de l'expérience, ne le grondez pas, ne le bousculez pas, tout et tout. L'enfant prenait des choses qui ne lui appartenaient pas. Et puis un jour, il a été enfermé, il a été amené en prison. Et ça fait mal aux parents, au père, qui un jour lui rend visite à la prison. Mais l'enfant ne voulait pas le rencontrer. Et alors les policiers ou les gardes, à un moment donné, lui ont dit, mais attends, ton papa a fait des kilomètres pour pouvoir venir te voir. Il n'y a pas de raison que tu n'acceptes pas de le rencontrer. Et il va au parloir et il regarde son papa dans les yeux et il lui demande, qu'est-ce que tu veux? Et le papa lui dit, bientôt tu vas sortir, je ne suis pas content que tu sois là. Ton lieu, c'est à la maison, je prie pour toi, je fais ce que je peux faire, je vois un avocat pour que tu puisses ressortir bientôt. Et l'enfant lui dit, si je suis ici, c'est par ta faute. Parce que quand je posais des actes qui n'étaient pas dignes, tu n'avais pas la décence de me dire que ce n'est pas bien, que ça ne se fait pas comme ça. Parce que c'est la morale. Le bien, le mal, c'est la morale. Quand un acte n'est pas bien, il n'est pas bien. Mais le papa, il avait peur de frustrer ou de crier. Et donc, il acceptait tout ce que l'enfant faisait. Donc, l'enfant, lui, c'est pas sa faute qu'il est là. Mais le papa pensait bien faire. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas une éducation standard qu'on va dire que quand c'est appliqué à un enfant, ça donne des résultats positifs. Nous sommes des terrains. Je suis un terrain et Dieu aidant, je sais que le grain ou la graine qui est semée dans la terre produira des fruits par rapport à la qualité du sol. Donc, la question c'est, mon enfant, c'est quelle terre? Moi-même, en tant que père, je suis quelle terre aussi? Et qu'est-ce qui peut pousser sur le sol que je suis? Donc,
on ne peut pas réussir une éducation aussi seul, avec des outils, avec des astuces seul. Je pense que Dieu prend une grande partie de l'éducation de nos enfants. D'accord. Venons-en au sujet, la parentalité positive. De façon concrète, de quoi s'agit-il? Alors, je reviens encore sur la même chose. Je dis que on va parler de parentalité positive en disant par exemple que d'éduquer un enfant peut-être sans violence, l'écouter, le comprendre, lui expliquer les choses de façon assez claire, et de le mettre en confiance et de faire en sorte que l'environnement dans lequel il évolue soit assez sain, S-A-I-N, et assez paisible pour lui éviter qu'il y ait des interférences négatives, entre guillemets, si c'est vraiment négatif. Sincèrement, quand j'entends parler de la parentalité positive, je me demande à quoi ça s'applique ou à qui ça s'applique. Vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut adopter une parentalité positive qui peut ne pas marcher avec un enfant. On peut adopter un autre type de parentalité qui peut prendre avec un autre enfant. Bon, maintenant, ce qu'on met dans la parentalité positive, c'est ce que je viens de dire, faire en sorte que l'enfant soit le moins possible frustré dans son éducation. Ok, d'accord. On a constaté que de façon générale, lorsqu'on fait une petite enquête, on constate des choses dans les familles, dans les couples, on se rend compte qu'à certains degrés et sur certains angles, presque tous les parents suivent les mêmes règles concernant l'éducation, la façon d'encadrer les enfants. Est-ce que ça veut dire que cette éducation, cette parentalité est basée sur des fondements et des piliers? Le minimum. Le minimum, c'est que quand je sais que je vais devenir parent, je sais déjà à quoi m'en tenir. Il faut que l'enfant soit dans un cadre de vie assez acceptable. Il faut que les parents consacrent du temps à dire à l'enfant ce qu'il doit faire, ce qu'on doit faire ou ce qui se fait et ce qu'on ne fait pas. Il faut inscrire l'enfant à l'école. Il faut que quand l'enfant arrive ou revient à la maison, qu'il puisse s'alimenter. Il faut payer les frais de scolarité. Il faut faire en sorte que l'enfant s'épanouisse, des activités extrascolaires, vivre en famille avec les cousins. Ça, c'est commun. C'est commun. Parce que nous sommes en Afrique et la famille ne se réduit pas seulement à un père, une mère et les frères et sœurs. Ça veut dire qu'il y a toujours des interactions avec son environnement. Ça, dans toutes les familles, cette parentalité, elle existe comme ça. Bon, maintenant, il peut y avoir des particularités de certains parents qui ne veulent pas que l'enfant sorte, aille rencontrer des gens dehors, qui ne veut pas que son enfant aille visiter la famille, qui ne veut pas que... Voilà, ça c'est des particularités, mais de façon générale, toutes les familles font un peu ce que je viens de te dire dans la parentalité. Au sein de cette famille, quel est le rôle que chacun des conjoints, quand je parle de conjoint, je parle évidemment du père et de la mère, quel est le rôle que chacune de ces personnes est censé jouer dans l'éducation de l'enfant? Alors, un père et une mère, d'abord, doivent savoir le rôle qui incombe à chacun. Ce n'est pas le même rôle. La femme, par définition, la femme, c'est la douceur. C'est pourquoi, en Milan, on dit la première fille dans certaines contrées, on l'appelle Arufa. C'est-à-dire, c'est la paix. C'est la paix. Et l'homme, souvent, on l'appelle Apelete. C'est-à-dire celui qui tient la maison, celui qui tient le foyer. Il y a donc, les rôles sont partagés. Tout à l'heure, je disais que le parent a un rôle normatif. La femme a un rôle nourricier, mais c'est toujours, voilà, ça peut vice-versa. Le papa aussi peut avoir ce même rôle. On a parlé
des familles monoparentales, par exemple, un parent peut jouer aussi les deux rôles. En quoi consiste le rôle normatif du papa? Alors, le rôle normatif, c'est la mise en place des règles de vie. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et quand on fait ceci, c'est les conséquences. Souvent, vous allez voir que dans les familles ou dans les foyers, la femme, elle ne corrige pas, elle a du mal à corriger un enfant. Elle lui dit, et toi là, bon non, ton papa va arriver. Parce que c'est lui qui tient, c'est lui qui définit les règles et dit, si tu fais ça, tu auras ça, si tu fais ça. Ça, c'est le rôle normatif, les normes, ce qu'on doit faire dans la société. Alors, si je suis père ou quelqu'un qui est parent, père, il sait ce qu'il a comme rôle dans la famille, au sein du foyer. Financer, mais les deux vont financer quand même. Peut-être que le papa va peut-être prendre une part plus importante dans le financement de la vie de la famille. Les règles, par exemple, et les décisions au sein de la famille, une assistance paternelle, tout ce qui est sécurité de la famille, tout ce qui est confiance, quand papa est là, peut-être qu'on a confiance qu'il y a quelqu'un qui est là, et d'autres rôles. La femme, j'ai dit tout à l'heure, il y a la paix, il y a la douceur. La plupart du temps, c'est la femme qui éduque réellement. La plupart du temps, les enfants, déjà même avec un enfant au sein, il y a une communication mère-enfant, et non violente, avec beaucoup de sourires, qui fait que l'enfant, il est beaucoup plus proche de sa maman. Et c'est la maman qui lui dit souvent, ça là, quand tu fais ceci, la morale. L'enfant passe beaucoup plus de temps aussi avec la maman qu'avec le papa. Et donc, le rôle de la femme, c'est un peu ça. C'est faire en sorte qu'il y ait une paix. Une paix dans la famille, dans le foyer, que la communication soit assez fluide. Voilà, une bonne ambiance au sein de la famille. Oui, tantôt vous avez eu à parler de l'éducation psycho-affective, vous avez parlé de l'éducation émotionnelle. Qui est censé donner cette éducation aux enfants? Normalement, les deux. Mais on remarque souvent que la maman joue beaucoup plus ce rôle. Et il faudrait surtout qu'elle-même, qu'elle ait cette éducation. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu soi-même, ce qu'on a. Quand on ne l'a pas, c'est difficile. Donc, une mère qui a eu une enfance difficile, qui a eu des relations tendues avec ses parents et qui ont fait qu'elle est devenue amère sans le savoir, parce qu'elle-même étant donc victime. Et peut être une mère qui aime la justice dans sa globalité. C'est-à-dire qu'elle aime tellement la justice qu'elle peut devenir elle-même injuste en voulant réglementer cette justice. Elle n'est pas d'accord sur l'injustice causée à son enfant, et dans sa réaction, on va sentir une disproportionnalité dans l'agir. On va dire, mais elle exagère quand même. Bon, elle peut devenir aussi injuste. Donc, l'affection, en général, c'est avec la mère. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la mère, la femme, c'est Arwefa, c'est la paix. Donc, elle est censée avoir reçu cette éducation pour pouvoir transmettre beaucoup d'affection, beaucoup d'amour au sein de la famille et surtout aux enfants. Oui, en tant que coach, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il est obligatoire que les deux parents, c'est-à-dire le père et la mère, aient le même tempérament, le même comportement? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si c'est possible, puisque les deux ont reçu des éducations différentes. Bon, maintenant, et dans le choix du conjoint, puisque nous disons que choisir son conjoint, c'est aussi un recrutement, parce qu'on va définir des critères. Je voudrais être avec un type d'homme ou un type de femme qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Si c'est défini et qu'on a choisi quelqu'un qui a son propre tempérament, et si ça marche, c'est bon.
On peut aussi avoir les mêmes tempéraments, mais ça peut ne pas marcher. On peut avoir des tempéraments différents et ça peut marcher. L'un est feu et donc l'autre est l'eau. Ça peut aussi marcher. Tout dépend. Bon, maintenant, une fois dans le couple, si chacun sait ce qu'il est venu chercher dans la relation, je voudrais vraiment répéter ça. Si chacun sait ce qu'il est venu chercher dans la relation, les deux mettront beaucoup d'eau dans leur vin pour que dans l'agir ou dans l'éducation à transmettre à leurs enfants, qu'il y ait beaucoup de retenue. Qu'il y ait beaucoup de retenue. Mais quand l'un a une éducation assez difficile, c'est souvent quelqu'un qui dans la relation cherche à avoir beaucoup raison. Du moins, quand on ne lui donne pas raison, cette personne, elle est frustrée. Elle pense qu'elle vit encore la blessure de l'injustice. On a défini les blessures en 5 au moins. L'injustice, l'humiliation, l'abandon, le rejet, la trahison. Alors, si l'un des partenaires a eu ces blessures sans que l'autre ne soit vraiment au courant et surtout décide de l'aider, ça va avoir des répercussions dans la relation. Donc, même dans l'éducation des enfants, ça ne marchera pas parce que l'un va dire autre chose à l'enfant et l'autre aussi va dire autre chose à l'enfant. Donc, en ce moment, ça va être difficile. Compatibilité, d'accord, mais travail sur soi, oui. Très important. Alors, autant les parents ont des comportements différents, des tempéraments différents, autant les enfants également ont des comportements différents selon qu'on soit aîné, cadet ou benjamin. Alors, je pense qu'on distingue 3 à 4 types de caractères chez les enfants. Selon les types de caractères, comment est-ce que les parents doivent éduquer les enfants? Je vais encore me répéter. Sincèrement, je ne suis pas là pour dire qu'il y a une règle qui passe quand on fait comme ça. Parce que l'homme n'est pas un robot, il n'est pas automatique. Nous sommes d'abord émotions avant d'être logiques. Nous sommes émotions. Quand tu me dis par exemple qu'il y a quelqu'un qui m'a fait mal et tu m'insultes pour me dire que je ne suis pas assez intelligent, mais je suis émotif. Je vais être un peu mécontent avant de comprendre quand même que tu veux mon bien. Donc la logique ne vient pas tout de suite, c'est l'émotion. Donc, quel type d'éducation pour quel type de caractère d'enfant, je ne saurais réellement dire ça. Parce que ça peut varier. Tout à l'heure, j'ai dit que quand je vais avoir un premier enfant, je vais adapter un type d'éducation. Je vais faire beaucoup d'erreurs. Parce que je n'ai jamais été parent. Je n'ai jamais été parent. Même si j'ai lu des livres ou des documentations qui parlent de comment être vraiment parent, le moment où je dois appliquer un type de conseil, il faut que je sois aussi dans les dispositions assez ouvertes. On est beaucoup plus esprit avant. Donc, ce n'est pas évident, mais je vais quand même tenter. Un enfant qui a un caractère difficile, turbulent, parfois il ne sait pas. On peut être turbulent sans le savoir. Ah, je suis catéchiste et un jour, dans une réunion qu'on avait avec les parents, et je partageais ça parce que il y a un parent qui s'est plaint du comportement de son enfant et j'ai eu à discuter avec l'enfant et je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et il me dit, il y a quelque chose qui me prend et j'agis, mais je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi j'ai parlé du terrain, du sol qu'on est. Alors, un enfant peut être difficile. Peut-être que c'est une expression d'un besoin caché. Peut-être un manque d'amour ou un manque d'affection qui fait que, en pensant s'extérioriser de cette manière, il attire l'attention. Il attire l'attention sur lui. Donc, c'est peut-être une expression d'un manque d'amour. On peut penser avoir donné beaucoup d'amour à cet enfant et on se demande pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un robot.
Des parents vont chercher à combler leur enfant de jouets, de sorties, de ceci, pensant leur apporter leur expression d'amour, mais ça va peut-être briser même l'éducation qu'ils pensent donner à cet enfant-là. Il y a aussi des enfants qui pourraient être assez timides ou silencieux. Vous lui parlez, il vous donne l'impression de quelqu'un qui écoute, de quelqu'un qui comprend, mais il sait déjà la solution. Il sait ce qu'il aura fait quand il va vous quitter. Et il n'y a rien à faire. Il vous écoute et il dit ok, ok, ok. Et quand vous partez, ce qu'il a décidé de faire, c'est ça qu'il fait. Il veut exprimer son autonomie de ce qu'il pense être bon pour lui. Est-ce que dans ce cas, vous ne pensez pas peut-être qu'une bonne communication, un bon dialogue entre l'enfant et le parent pourrait solutionner le caractère de l'enfant? Pourrait. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas seulement dire à un enfant ce qu'il ne doit pas faire, mais il faut lui montrer ce qu'il doit réellement faire. Parce que dans tout ce qui est ici qu'il ne faut pas faire, je ne sais pas forcément ce qu'il y a à faire. Effectivement, il y a une communication. Il faut communiquer avec l'enfant pour savoir quel est ce besoin caché qu'il est en train d'exprimer comme ça. Si l'enfant est habitué à des punitions corporelles et il sait que ce que vous lui dites, il veut vous tenir tête, il ne vous accepte pas et il veut montrer son indépendance, il fera toujours ce qu'il a décidé. Donc, il faut peut-être discuter, communiquer avec lui pour lui expliquer le choix de votre attitude vis-à-vis de lui, surtout s'il pense que vous êtes contre lui. Ou s'ils sont 2, 3 et 4 et ils pensent que vous aimez les autres plus que lui. Et là, il va peut-être exprimer son indépendance pour vous tenir tête, pour vous dire que non, il n'est pas d'accord avec votre manière de l'éduquer. Et il fera sa tête. Il faut discuter vraiment avec lui ou trouver quelqu'un qui pourrait peut-être communiquer avec lui pour faire sorte. Parce que pour communiquer avec lui, il faut le mettre dans une confiance. Sinon, il ne vous dira rien du tout. Peut-être que c'est peut-être une personne extérieure à qui il pourra se confier et lui dire exactement ce qu'il n'apprécie pas dans la relation familiale. Oui. Parlons de l'éducation et toujours de la parentalité et surtout dans le contexte africain, on se rend compte que de temps à autre, lors de certaines situations ou événements, les personnes de l'extérieur, je parle peut-être des oncles, des tantes et même parfois les voisins ou les personnes de la rue se permettent d'intervenir dans l'éducation. Est-ce que cela est sain? Est-ce que c'est conseillé de le faire? Nous sommes en Afrique. En Afrique, on dit qu'un enfant n'appartient pas seulement au père et à la mère, ça appartient à la communauté. Et c'est important qu'on fasse attention parce que quand on met ce genre de règles et quand quelque chose arrive à votre enfant dehors, personne... si on sait que vous êtes un parent qui n'aime pas les interactions, peut-être qu'on peut se désengager pour se dire que ça ne nous regarde pas. En réalité, ça nous regarde. Même dans la Bible, Dieu va demander à Caïn, où est ton frère? Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, on est gardien des uns des autres. Si je vois quelqu'un dans la rue que je ne connais pas et qu'il a des soucis, je peux l'aider, je vais l'aider. De la même manière, un enfant qui se comporte mal ou qui a un comportement en dehors de la maison, effectivement, il peut avoir des influences ou des réactions des gens de dehors pour lui dire non, il ne faut pas faire ça, non, laisse-le, ne réagis pas. Je pense que ça rentre toujours dans l'éducation. Et puis un parent ne peut pas empêcher son enfant d'écouter autre chose que ce que lui, en tant que parent, il lui donne. Il va à l'école dans tous les cas. Quand il sort de l'école, il chemine avec ses camarades de classe qui partagent avec lui leur point de vue sur certaines questions. Maintenant, c'est aux parents, après avoir vu ça et ça, dire à l'enfant, c'est vrai que ton ami a dit ça, c'est vrai que la maman là t'a dit ça, parce qu'elle ne savait pas que ceci. Sinon, ce qui est conseillé, ce que tu devrais faire, c'est ça. Peut-être même, le parent va lui demander, va présenter des excuses à la maman à qui tu as mal parlé hier, parce que ce qu'elle t'a dit, elle avait raison. Bon, ça, c'est en Afrique. Oui. Maintenant, si on veut vivre comme des Blancs, nous dire que nous, on reste dans une relation fermée,
c'est à chacun de voir. Je ne pense pas que cela puisse aider les enfants efficacement. Revenons maintenant à la cellule familiale. Il est constaté que parfois il y a des déchirures ou des conflits au sein même du cocon familial, soit entre les parents ou même entre les enfants eux-mêmes, entre frères et sœurs. Dans ce genre de situation, comment est-ce que les parents doivent réagir pour résoudre le problème et aider les enfants à vivre dans une certaine cohésion? Ça, c'est une question à 1 milliard. 1 milliard? C'est beaucoup. Oui, parce que si on arrive à faire ça, on a une famille vraiment épanouie. C'est tout ce que chacun recherche dans une relation de vie familiale. Parce qu'il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Dans toutes les familles, il y a des moments de haut et des moments des moments bas. Et donc, il peut arriver que les enfants rentrent dans des querelles, dans des disputes qui ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que chacun veut exprimer son point de vue. Peut-être même que les enfants voient faire leurs parents. Donc, ils imitent. Ils imitent sans le savoir, ils reproduisent sans le savoir. Pour que ces parents décident d'aider les enfants, je pense que ça doit commencer par eux-mêmes. Est-ce que les parents eux-mêmes sont unis? Leur voix, est-ce que les deux ont les mêmes voix sur l'éducation? Si quelqu'un dit à l'un, fais ceci, alors que l'autre vient dire, non, ce que papa a dit ou ce que maman a dit de faire, ne fais pas, fais plutôt autre chose. Les deux parents perdent leur crédibilité auprès de leurs enfants. Peut-être que si ces deux enfants, l'un est peut-être attiré vers papa parce qu'il pense que papa l'écoute beaucoup plus. Et l'autre qui n'aime pas papa ou qui n'aime pas maman sera peut-être attiré vers l'autre. Oui. Et comme ça, chaque parent a quand même une affection auprès d'un enfant qui le comprend, en fait, entre guillemets. Mais ça va briser la famille, ça va briser le foyer. Parce qu'il y a déjà une division. Donc, les parents ne peuvent pas aider leurs enfants si eux-mêmes, ils ne se sont pas aidés eux-mêmes. Donc, je pense que si ça existe, première chose à faire, c'est aux parents même de s'asseoir. D'avoir une communication assertive, de faire en sorte que des choses du passé ne reviennent pas tout le temps dans la relation. Pourquoi? Si moi j'avais 20 ans et que j'étais en relation avec ma femme, ce que j'ai fait quand j'avais 20 ans, ce n'est plus moi à mon âge actuel. Ce n'est plus moi. J'ai changé d'esprit depuis. J'ai grandi. Donc c'est ce que je veux dire par ça. J'ai eu une maturité qui me fait faire d'autres choses pour me dire, ah ça, c'est des choses qu'on a aussi eu à faire, mais on a tiré le son. Ce n'était pas la meilleure chose à faire. C'est le passé. C'est le passé. Bon, maintenant, si tout le temps on revient dans le passé, et on va toujours se blesser. Parce que quand moi je disais que l'autre m'a blessé quand j'avais 20 ans, peut-être que j'ai posé un acte inconscient qui a blessé aussi l'autre. Ce n'est pas une seule personne qui est blessée dans une relation. À un moment donné, on se dit, on accepte tout ce bagage-là de blessures qu'on a eu, on prend la décision d'aller en avant. Parce que si nous-mêmes on est soudés et que les enfants nous voient soudés, ils n'iront pas. Parce que quand les enfants savent que les parents sont divisés, ils en profitent. Oui, tout à fait. Ils les manipulent. Les enfants manipulent les parents. Ils demandent 1000 francs à celui-ci, ils viennent demander 5000 ici parce que l'autre n'aura pas le courage de poser la question à l'autre. Les enfants vont les manipuler. Mais quand les deux sont unis, soudés, l'enfant sait que ce qu'il dit à la maman le dira au papa et vice-versa. En ce moment, il y a beaucoup plus une cohésion au sein de la famille. Je vais m'arrêter là. D'accord. Fred Abouchi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Méchac. Alors, chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Pour rappel, nous avons abordé dans ce numéro la problématique de la parentalité positive. Les programmes continuent, ne zappez pas donc la radio. On se donne rendez-vous le mardi prochain à 11h pour un autre numéro de votre émission Et nous. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.